Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, très chères auditrices et très chers auditeurs, et que les épisodes vous plaisent sur cette petite série de recherche d'informations sensibles et déclassifiées. J'essaie de faire au maximum pour que ça soit le plus court possible, mais vous allez voir qu'il y aura certains épisodes qui vont être beaucoup plus conséquents. Par exemple, je pense à celui que j'ai créé il y a un petit moment déjà, mais les opérations de contre-terrorisme et les techniques et les stratégies qui sont utilisées pour contrecarrer le terrorisme. Et j'avoue que c'est des articles qui sont passionnants, puisque je les avais, bon, pour ceux qui se posent la question, ils ont déjà été créés il y a longtemps. C'est juste que je les avais pas mis en forme, je les avais pas corrigés, je les avais pas mis en place correctement. Et donc là, cet épisode-là, il va se concentrer sur la désinformation et les guerres de l'information, et comment ces fausses informations sont utilisées stratégiquement par des États ou des organisations. Peu importe l'organisation, mais par des organisations. Vous allez voir, c'est un article passionnant, on va passer un petit peu de temps, ça va être sympa. La première section, elle va se concentrer sur les mécanismes et les techniques de la désinformation. Vous allez voir que ça va être assez intéressant. Puis, dans la deuxième section, on parlera des acteurs et des campagnes notables. Donc on va parler de tout un tas de choses qui est lié à cela, vous allez voir, ça aussi c'est très intéressant. Et la troisième section parlera de l'impact sociopolitique et de cette fameuse désinformation, qu'est-ce qu'elle occasionne. Et on fera une belle conclusion des contre-mesures et de l'avenir de la lutte contre la désinformation. Allez, c'est parti. Donc tout d'abord, les mécanismes et techniques de désinformation. Donc la désinformation, dans le contexte de la guerre de l'information, elle désigne l'utilisation délibérée de fausses informations pour induire une erreur, manipuler les perceptions publiques ou influencer les politiques. Les techniques de désinformation, elles sont diverses et ont évolué avec les technologies de communication et devenant un outil stratégique pour les acteurs étatiques et non étatiques. Tout d'abord, parlons de la création et de la diffusion de fausses nouvelles. Donc la désinformation, elle commence souvent par la création de contenus entièrement faux et trompeurs. Ces contenus, ils peuvent être des articles de nouvelles, des images manipulées, des vidéos truquées, des deepfakes, comme on peut le dire, ou des citations inventées. Et une fois créés, ces contenus sont diffusés à travers différents canaux, ou chaînes ou plateformes, notamment les médias sociaux, où ils peuvent être rapidement amplifiés et partagés. Il y a des exemples notables qui incluent la propagation de fausses informations durant les élections américaines en 2016, où il y a des acteurs étrangers qui ont utilisé des plateformes comme Facebook et Twitter pour diffuser des récits polarisants et factuellement incorrects. Ensuite, il y a le rôle des bots et des fermes à trolls, Je pense que vous connaissez ces mots. Les bots, c'est des programmes automatisés qui jouent un rôle crucial dans l'amplification de la désinformation. Et ils peuvent générer ou republier du contenu à un rythme que les humains ne peuvent égaler. Et ça donne l'illusion d'un consensus ou d'un soutien populaire massif pour certaines idées. Et il y a aussi les fermes à trolls, où c'est des opérateurs humains qui sont employés pour créer et propager de faux récits et sont également couramment utilisés, bien sûr. Et ces opérations sont souvent basées dans des pays avec des régimes autoritaires qui voient la désinformation comme un moyen de déstabiliser les adversaires ou de renforcer le contrôle interne. Et donc il y a des exemples célèbres, comme par exemple Internet Research Agency, qui est basée en Russie et qui a été impliquée dans plusieurs campagnes de désinformation à l'échelle internationale. Je ne sais pas si vous en aviez entendu parler. Ensuite, il y a la manipulation des médias sociaux aussi. Donc les médias sociaux, Les médias sociaux sont des vecteurs puissants pour la désinformation, en raison de leur large portée et de leur capacité à cibler des groupes spécifiques, avec une précision remarquable. Et il y a des techniques comme le micro-ciblage qui permettent de diffuser des messages personnalisés et qui résonnent avec les préjugés ou les croyances des individus. Et ça les rend plus susceptibles de croire et de partager l'information fausse. Et il y a des plateformes aussi de médias sociaux qui ont été critiquées pour ne pas avoir suffisamment agi pour empêcher cette diffusion de désinformation, bien que des efforts soient en cours pour améliorer la vérification des faits et la transparence. Après, nous avons des cas d'études, donc la crise des Rohingya. En gros, c'est un cas d'étude qui illustre l'impact destructeur de la désinformation et de la crise des Rohingya en fait, au Myanmar. Je vous prie de m'excuser si j'écorche les mots. En 2017, il y a des campagnes de désinformation sur Facebook qui ont exacerbé les tensions ethniques et religieuses. Et ça a conduit à des violences massives contre des minorités musulmanes.
Et il y a des posts incendiaires, souvent partagés par des comptes militaires secrets, qui ont dépeint les Rohingyas en fait comme des terroristes et qui ont justifié leurs actions militaires contre eux. Et ça a contribué à une crise humanitaire majeure, quoi. Donc la désinformation, c'est une menace complexe qui requiert une compréhension nuancée des outils et des motivations derrière sa propagation. Et quand on comprend ces mécanismes, le fait de comprendre ces mécanismes, c'est crucial justement pour développer des stratégies efficaces de lutte contre cette désinformation et pour protéger les sociétés démocratiques contre les manipulations de l'information, quoi. Donc je pense que déjà, sur cette première section, vous voyez, ça met un peu en place le cadre pour explorer un peu plus en détail les acteurs spécifiques et les impacts sociopolitiques de cette désinformation dans les sections qui vont suivre. Donc là, par exemple, on va continuer sur la section numéro 2 avec les acteurs et les campagnes notables. Vous allez voir que ça aussi, c'est très intéressant. Il y a pas mal d'informations. Concernant donc ces acteurs de désinformation, eh bien, c'est souvent l'œuvre d'une variété d'acteurs, y compris des États, des organisations non gouvernementales, des groupes politiques ou des individus influents. Et ces influents ou ces acteurs, ils utilisent de la désinformation pour atteindre des objectifs stratégiques, tels que l'influence de l'opinion publique et la manipulation des élections ou le déclenchement de conflits sociaux aussi. Après, il y a le gouvernement et les opérations d'État. Donc les gouvernements sont parmi les acteurs les plus prolifiques en matière de campagne de désinformation. Ils peuvent employer des agences de renseignement ou des unités militaires spécialisées pour créer et diffuser de la désinformation afin de soutenir leur agenda national ou international. Donc par exemple, il y a la Russie qui a été fréquemment accusée d'ingérence dans les processus électoraux de plusieurs pays via des campagnes de désinformation qui étaient destinées à polariser les débats politiques et à soutenir des candidats spécifiques. Il y a un autre exemple notable, c'est la Chine bien sûr, qui utilise la désinformation pour contrôler l'image du pays à l'étranger et pour réprimer les dissidences internes. Donc bien sûr, on a les organisations non gouvernementales et groupes de pression aussi. Donc à part les États, en fait, il y a divers groupes non gouvernementaux, y compris des ONG ou des lobbyistes, qui utilisent également la désinformation pour influencer la politique ou l'opinion publique. Et ces groupes peuvent propager des informations erronées pour soutenir une cause, discréditer des adversaires ou manipuler des débats publics. Et par exemple, durant les débats sur le changement climatique, il y a certains groupes qui ont utilisé des tactiques de désinformation pour semer le doute sur la validité des sciences climatiques. Après, vous avez les médias et les influenceurs, bien sûr. Voilà, les médias traditionnels et les nouveaux médias, donc y compris les influenceurs sur les réseaux sociaux. Ils jouent un rôle complexe dans la propagation de la désinformation. Et bien que nombreux soient les médias qui s'efforcent de rapporter des faits de manière précise, alors c'est pas forcément vrai, puisqu'il y a beaucoup de médias sur les télévisions qui donnent beaucoup de fausses informations. Et on retrouve beaucoup de merde aussi sur YouTube, bien sûr, mais on retrouve aussi beaucoup de vraies informations sur YouTube. Et je m'efforce de vous donner des vraies informations, moi aussi, à chaque fois. Donc il y a d'autres qui peuvent, bien sûr, sciemment ou involontairement diffuser des fausses informations parmi ces réseaux sociaux. Donc il y a les plateformes de réseaux sociaux, malgré leurs efforts pour contrer la désinformation, il reste des vecteurs quand même puissants pour diffuser rapidement et largement. Alors après, bien sûr, il y a les campagnes notables de désinformation. Donc par exemple, les élections présidentielles américaines de 2016. Donc cette élection, elle a été marquée par l'utilisation extensive de la désinformation, avec des acteurs étrangers et nationaux qui utilisaient les réseaux sociaux pour influencer l'opinion publique et polariser les électeurs. Et après, il y a les référendums sur le Brexit. Il y a des campagnes de désinformation qui ont été utilisées pour influencer l'opinion publique britannique sur l'adhésion à l'Union européenne, avec des tactiques incluant la diffusion de statistiques trompeuses et des promesses irréalistes aussi. Donc comprendre qui sont les acteurs de la désinformation et comment ils opèrent est essentiel pour démêler les complexités de la guerre et de l'information moderne. Et en identifiant donc les sources et les méthodes de désinformation, eh bien les sociétés peuvent mieux se défendre contre ces influences malveillantes et travailler vers des débats publics plus éclairés et transparents. Maintenant, nous allons entamer la troisième section et la dernière, donc les impacts sociopolitiques de cette désinformation. Vous allez voir, ça aussi, c'est trop cool à expliquer. Donc déjà, une petite introduction pour la désinformation. En gros, elle a des impacts profonds et parfois durables sur les sociétés. Attention, ça affecte la confiance publique, la cohésion sociale et les processus démocratiques. Et donc, je vais essayer de vous explorer en plus dans cette section les conséquences spécifiques
les conséquences spécifiques de cette désinformation sur les différents aspects de la vie sociale et politique. Et tout d'abord, déjà, on va se pencher sur l'érosion de la confiance publique. Ça, c'est même encore présent de nos jours. C'est un des impacts les plus dévastateurs de la désinformation et de l'érosion de la confiance dans les institutions publiques et les médias aussi. Et lorsque les citoyens, en fait, ils sont constamment confrontés à des informations contradictoires ou fausses, eh bien, leur capacité à faire confiance à des sources officielles ou traditionnelles est peut-être sérieusement compromise, quoi. Du coup, ça peut mener à une apathie généralisée, un scepticisme excessif, ou même de la paranoïa, ce qui rend les sociétés qui les rend moins stables et plus difficiles à gouverner, quoi. Après, il y a la polarisation sociale, bien sûr. La désinformation, elle est souvent conçue pour exploiter et exacerber les divisions existantes au sein des sociétés, et en ciblant des groupes spécifiques avec des messages qui résonnent avec leurs peurs et leurs préjugés, eh bien les acteurs de la désinformation, ils peuvent renforcer la polarisation et rendre le discours civil plus difficile, quoi. Et ces études, elles ont montré que la désinformation, elle peut augmenter l'hostilité entre différents groupes sociaux, qui entraînent des conflits internes et une dégradation du dialogue public, quoi. Maintenant, on va se pencher un peu sur l'influence sur les processus démocratiques. Les élections, elles sont particulièrement vulnérables à l'impact de la désinformation, et en diffusant des informations fausses sur les candidats, eh bien les politiques ou les procédures électorales, les acteurs malveillants qui peuvent tenter de manipuler les résultats des élections, et même par extension la direction des politiques publiques. Du coup, la désinformation, elle peut également décourager la participation électorale, soit en semant la confusion sur le processus de vote, soit en démoralisant les électeurs quant à l'efficacité de leur vote, quoi. Et après, il y a les cas d'études, bien sûr, la manipulation de l'opinion publique pendant la pandémie du Covid-19, ça mérite un article entier. La pandémie en fait du Covid-19, elle a illustré comment la désinformation elle peut avoir des conséquences mortelles. Il y a des informations erronées sur les virus, les vaccins et les mesures de santé publique qui ont circulé largement et qui sont souvent encouragées par des acteurs politiques et des groupes d'intérêts spéciaux. Et ça a non seulement semé la confusion et la peur, mais a également entravé les efforts de réponse à la pandémie, et qui a affecté bien sûr les politiques de santé publique et qui a mis des vies en danger, bien sûr. Alors là, donc, les impacts de cette désinformation, elles sont vastes et multidimensionnelles, je pense que vous l'avez compris, touchant presque tous les impacts de la société moderne. Et lutter contre ces effets, ça nécessite une approche multidisciplinaire et qui combine à la fois la régulation, l'éducation et l'engagement civique pour renforcer la résilience des sociétés contre les manipulations de l'information. Donc, cette section numéro 2, elle met un peu en lumière l'ampleur et la profondeur des dommages qui sont causés par la désinformation. Ça souligne un peu l'importance cruciale des stratégies efficaces pour mitiger ces effets et préserver l'intégrité des sociétés démocratiques. Alors après, on va faire une petite conclusion vite fait là sur les contre-mesures et l'avenir de cette lutte contre la désinformation. Donc les résumés des enjeux, c'est en gros qu'on a exploré tout au long de cet article les mécanismes, les acteurs et les impacts profonds de cette désinformation sur la société moderne qui nous entoure. Et on avait vu comment elle peut manipuler l'opinion publique, éroder la confiance dans les institutions et polariser les communautés. Donc la désinformation, c'est vraiment déjà un défi pour la sécurité informationnelle, mais aussi une menace pour la cohésion sociale et la gouvernance démocratique. Donc ça demande des efforts actuels de lutte contre cette désinformation. Donc actuellement, bien sûr, il y a différents acteurs mondiaux qui prennent des mesures pour contrer cette désinformation. Il y a les gouvernements qui mettent en place des législations pour réguler la diffusion de fausses informations et même renforcer la transparence des campagnes en ligne. Donc il y a l'Union européenne qui a lancé le Code of Practice qui a On Disinformation, qui engage donc les plateformes des médias sociaux à détecter activement et à signaler les contenus de désinformation, même si c'est pas vraiment, on va dire, il y a tellement de gens que c'est très compliqué de gérer ça avec peu de gens pour régler ce genre de problème. Il va falloir des milliers de personnes pour régler tout ça, et encore, même de l'IA peut-être, pourquoi pas. Donc les organisations internationales telles que l'UNESCO et l'OMS, elles travaillent à sensibiliser le public à la désinformation, et en particulier dans les domaines de la santé publique et de l'éducation aux médias. Et ces efforts, en fait, ils visent à améliorer tout ce qui est médiatique global, tout ce qui est média global, et ce qui est essentiel même pour permettre aux citoyens de reconnaître et même de rejeter la désinformation. Donc les plateformes technologiques
qui sont confrontées à la critique pour leur rôle dans la propagation de la désinformation, elles ont également renforcé leur politique. Par exemple, il y a des compagnies comme Facebook, Twitter et Google qui ont mis en place des systèmes avancés de vérification des faits et de marquage de contenu douteux. Et bien que l'efficacité de ces mesures reste un sujet de débat, bien sûr, il y a encore beaucoup de travail à faire. Alors, il y a des défis persistants et des stratégies futures qu'il va falloir faire, parce que malgré ces efforts, la lutte contre la désinformation, elle présente des défis persistants. Tout d'abord, la sophistication croissante des technologies, comme les deepfakes, qui rend la détection de la désinformation de plus en plus difficile, avec Sora par exemple, je pense que vous connaissez tous Sora, mais il y a d'autres IA qui sont sortis dernièrement et qui font des trucs incroyables. De plus, donc la question de la balance entre la censure et la liberté d'expression, elle demeure bien sûr épineuse. Donc pour renforcer la résilience sociétale, il est forcément crucial de poursuivre le développement de technologies de détection plus avancées et d'adopter une approche holistique qui inclut l'éducation, la réglementation et la coopération internationale. Et bien sûr, encourager une culture de scepticisme saine et de vérification de faits et parmi le public peut également aussi jouer un rôle clé dans la rééducation ou dans la rééducation donc, de notre société et la réduction de l'impact sur la désinformation aussi. Je vous prie de m'excuser pour les jeunes qui foutent le bordel un peu à côté. De toute façon, on a fini l'article. En gros, les visions pour l'avenir, ce serait que l'avenir de la lutte contre la désinformation, elle nécessiterait une vigilance continue et une collaboration étroite entre toutes les parties prenantes pour s'adapter aux nouvelles menaces et même protéger les fondements de nos sociétés démocratiques. Et c'est en travaillant donc ensemble qu'on pourra espérer défendre l'intégrité de notre espace informationnel et promouvoir même un débat public éclairé et constructif. Donc je pense que dans cette section, on a quand même récapitulé un peu les points essentiels abordés et on a mis en perspective un peu les multiples dimensions de la guerre contre la désinformation. Ça souligne à la fois, bien sûr, le progrès qui a été réalisé, mais les défis qui sont à venir aussi. Si vous avez des commentaires à faire sur cet article, n'hésitez pas dans les commentaires à partager vos idées, votre point de vue, ça pourrait être intéressant. Je vous remercie de m'avoir écouté et désolé pour les petits jeunes qui ont foutu un peu le bordel. Bonne journée à tous, bisous à tous, ciao.